Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors maintenant, pour comprendre Commode, et vous m'excuserez, il fallait la faire au moins une fois, de toute façon je suis sûr que vous l'attendiez de ma part. Donc pour comprendre Commode, il ne suffit pas d'examiner les institutions, il faut pénétrer l'espace plus intime en fait de la cour impériale. Parce que le futur empereur n'est pas seulement le produit d'un système politique en mutation dont je viens de vous parler, c'est aussi le fruit d'une éducation, d'un climat moral, d'une configuration familiale singulièrement instable. Commode naît dans un univers saturé de symboles. Son père, Marc Aurèle, n'est pas seulement empereur, il est philosophe. Son règne est associé à une image presque exemplaire du souverain stoïcien, c'est-à-dire l'austérité personnelle, le sens du devoir, la recherche perpétuelle de la vertu, la soumission à la providence. Son œuvre, rédigée en grec, au cœur des campagnes militaires, témoigne d'un homme obsédé par la maîtrise de soi, la discipline intérieure, l'acceptation du destin. Mais ce stoïcisme, appliqué au gouvernement d'un empire, ça va produire un effet paradoxal. Marc Aurèle est un homme de devoir, pas un homme d'affection. Il vit pour la charge impériale. Les guerres contre les Parthes et contre les peuples danubiens l'éloignent durablement de Rome. Donc il passe de longues années dans les camps, exposé aux épidémies, aux fatigues du commandement. Sa présence auprès de ses enfants est donc intermittente. Et Commode grandit donc sous l'autorité d'un père prestigieux, certes, mais totalement distant. L'éducation du jeune prince est confiée à des maîtres soigneusement sélectionnés. Marc Aurèle, convaincu des vertus formatrices de la philosophie, entend reproduire pour son fils la discipline intellectuelle justement que lui-même a reçue. Les précepteurs sont rhéteurs, philosophes, hommes cultivés. Donc l'objectif est clair, façonner un prince raisonnable, vertueux et surtout maître de lui-même. Mais cette formation, très encadrée, s'inscrit dans un environnement moral moins homogène qu'il n'y paraît. La cour impériale, c'est pas vraiment un cloître stoïcien, voyez. L'épouse de Marc Aurèle, Faustine, la jeune, porte une réputation plutôt sulfureuse dans les sources antiques. Les récits de l'histoire auguste évoquent ses liaisons supposées, sa propension pour les marins, voire pour les gladiateurs. C'est impossible de déterminer la part de vérité dans ces accusations, qui sont quand même souvent relayées par des auteurs hostiles à la dynastie. Mais le simple fait que ces rumeurs aient circulé est quand même significatif, comme on dirait, il n'y a pas de fumée sans feu. Attention, ça ne veut rien dire, et pour un historien, c'est compliqué. S'il n'y a qu'un seul type de source, attention à pas trop en faire. La famille impériale est loin d'être un modèle d'ascèse aussi. C'est un espace de rivalité, de passion, de débauche. L'oncle de Commode, Lucius Verus, constitue à cet égard une figure déterminante. Il est co-empereur avec Marc Aurèle à partir de 161. Il incarne l'antithèse, lui, du stoïcien. C'est plutôt un amateur de jeux de dés, passionné de courses de chars, friand de banquets somptueux. En Syrie, il mène une vie de plaisir pendant que ses généraux conduisent la guerre contre les Parthes. Vous voyez, les sources le décrivent fréquentant des histrions, des prostituées, des cochers du cirque, bref, tout ce qui peut faire plaisir, quoi. La propagande officielle célèbre en plus la concorde entre les deux empereurs, mais derrière l'image, Commode observe un contraste quasi permanent. Vous avez d'un côté le père austère, absorbé par la guerre et la méditation, puis de l'autre, vous avez cet oncle flamboyant, amateur de spectacle, de sensualité. Il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact de ce modèle alternatif. Et en plus, Lucius Verus meurt en 169 quand Commode a 8 ans. L'influence directe a été brève, mais les hommes de son entourage, qui soient affranchis, courtisans, amateurs de jeux, etc., survivent et gravitent plus tard autour du jeune prince. Le souvenir d'un empereur qui aimait le cirque et la reine n'a donc rien de marginal dans la mémoire dynastique. Et à cette dualité morale s'ajoute une donnée plus intime, la mortalité au sein de la fratrie. Faustine donne naissance, je vous l'ai dit, à 13 enfants. Plus de la moitié va mourir en bas âge. Parmi eux, le jumeau donc de Commode, Antoninus, qui décède à 4 ans. La disparition d'un jumeau, c'est pas un événement anodin dans une culture en plus qui attache une forte charge symbolique aux naissances doubles. Rémus et Romulus, par exemple, Castor et Pollux, etc. Commode grandit donc dans l'expérience répétée du deuil. Et chaque décès rappelle
la fragilité de la lignée. Chaque survivance va renforcer la pression dynastique, et peu à peu il devient l'unique fils viable, le dépositaire exclusif de l'avenir impérial. Avec tout ce que ça comporte autour. Cette concentration d'attente sur un enfant peut produire des effets ambivalents. D'un côté, ça stimule le sens de la mission, ça c'est sûr. De l'autre, ça favorise aussi un sentiment d'exceptionnalité, voire d'invulnérabilité, voire presque parfois d'urgence aussi. Mieux vaut le faire maintenant, on ne sait jamais. À ça s'ajoute la question de la consanguinité. Marc Aurèle et Faustine sont cousins germains. Plusieurs historiens modernes ont envisagé quand même l'hypothèse que la forte mortalité infantile et certains, on va dire, être gentil, troubles comportementaux ultérieurs puissent être quand même liés à cette proximité génétique. Ce serait hasardeux, malgré tout, d'établir un lien direct, mais la répétition des décès dans un milieu aussi protégé peut interroger. Les sources antiques évoquent chez le jeune Commode des signes précoces d'indiscipline. Elles parlent d'un adolescent capricieux, prompt à la colère, attiré par les exercices physiques, plus que par l'étude, il faut être honnête. Là encore, il faut se garder de l'exagération rétrospective. Les historiens sénatoriaux ont, vous le comprenez, tout intérêt à noircir l'enfance du futur tyran pour donner une cohérence narrative à son règne. Mais c'est plausible que l'éducation stoïcienne, exigeante, abstraite, est mal convenue à un tempérament plus instinctif, on va dire. Marc Aurèle valorise la maîtrise des passions, l'acceptation rationnelle du destin, la modération. Commode, lui, il est plutôt attiré par la démonstration physique, la compétition, la visibilité publique. C'est vraiment un contraste frappant. Le père écrit sur la brièveté de la vie et la vanité des honneurs. Plus tard, le fils va chercher la gloire dans l'arène. L'apostrophe. Ce décalage n'est pas seulement psychologique. Il est aussi générationnel. Marc Aurèle appartient à une aristocratie sénatoriale encore profondément attachée aux valeurs traditionnelles de retenue et de collégialité. Commode grandit dans un empire plus militarisé, plus spectaculaire, où la figure impériale tend justement à se sacraliser davantage. Enfin, élément essentiel qui ne doit pas être négligé, c'est aussi l'expérience précoce du pouvoir. En 166, à 5 ans, Commode reçoit le titre de César. Il apparaît déjà dans les cérémonies publiques. En 177, il est proclamé Auguste et associé au trône. Et à 16 ans, officiellement, il est co-empereur. Il passe pas par une carrière progressive de magistrature, comme les sénateurs. Il est très tôt projeté au sommet. Et cette ascension accélérée a deux effets. Elle réduit le temps d'apprentissage réel, elle renforce l'idée que le pouvoir lui appartient par nature. Et à la mort de Marc Aurèle en 180, Commode a 19 ans. Il n'a jamais exercé seul l'autorité. Il hérite d'un empire en guerre, d'une administration complexe, d'un Sénat jaloux en plus de ses prérogatives. Et il porte aussi le poids d'un modèle paternel écrasant. Antonin le Pieux et Marc Aurèle ont incarné pendant 42 ans une forme de gouvernement modéré, respectueux du Sénat, attentif à la justice. Les sénateurs vont écrire l'histoire et comparer constamment le père et le fils. Et là réside peut-être le nœud. Commode n'est pas éduqué dans le vide. Il est formé dans une tension permanente entre idéal philosophique et réalité politique, entre austérité affichée et relâchement privé, entre fragilité dynastique et sacralisation croissante du pouvoir. Son enfance n'explique pas mécaniquement ses choix ultérieurs, mais, si vous voulez, elle éclaire le terrain sur lequel ils vont s'inscrire. Un jeune homme élevé dans l'idée qu'il est destiné à régner, entouré d'images contradictoires du pouvoir, marqué par la mort précoce de ses proches, projeté très tôt au sommet, et peut-être trop tôt au sommet de l'État. C'est pas encore la tyrannie, c'est la formation d'une personnalité au croisement d'une mutation institutionnelle et d'un climat familial pour le moins instable. Et c'est à partir de ce socle que va s'ouvrir son véritable règne.